très content de vous retrouver et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale et quelque chose que j'ai envie de faire de plus en plus sur la chaîne pour le coup parce que j'adore ça, c'est de choisir un sujet, un thème, quelque chose et d'avoir un invité. Donc je me dis que justement ce qu'il a apporté peut être très intéressant. Et là, évidemment, ça me semblait logique, vu qu'on va parler d'industrie, de business. Je sais qu'il y a un autre psychopathe qui lui aussi lit des articles beaucoup trop longs en pleine nuit. Et c'est David, direct ciné, évidemment, mon actu d'ici. Comment tu vas, David? Ben, très bien, très très bien. Merci pour l'invite. Merci pour déblater, étayer, voilà, découper tous ces sujets très intéressants qui, malgré tout, feront l'avenir du cinéma prochain. Parce que... Mais grave, mais je sais, parce que voilà, du coup, nous, on en parle en off, et je sais que t'es comme moi, tu te passionnes pour toute cette partie industrie, ce qui se passe vraiment dans les coulisses et compagnie, et que c'est vrai, c'est super. Puis en plus, voilà, enfin, c'est tellement, ça joue tellement, de toute façon, sur tout le reste, la manière dont ça se passe, ces choses-là, le côté industrie, le côté business, c'est un art, est un business. C'est Et un ça. business. C'est ça. Il y a une balance entre les deux qui est plus ou moins dans un sens ou dans l'autre, mais c'est toujours les deux. Et Tout pour chaud business. comprendre, si on aime le côté artistique, le côté business est intéressant aussi. Je pense, après, c'est vrai qu'il y en a il y en a qui sont pas forcément intéressés par ça, mais mine de rien, il y en a plus qui sont curieux de savoir des fois comment ça peut fonctionner, pourquoi pourquoi ce changement, pourquoi ce choix. Ça oui, et aussi, alors, c'est les réseaux sociaux et c'est comme ça, mais je vois tellement de gens qui réagissent à des choses et où tu te dis, ok, tu connais pas le sujet en fait. T'es en train de parler au pif. Tu sais, c'est vraiment ce dessin du ah bon, il fallait pas raconter n'importe quoi. Non, il faut réfléchir d'abord. Tu vois, c'est tout con. Mais c'est compréhensible hein, qu'on connaisse pas tout quoi. Mais dans les cas-là, c'est intéressant justement de se renseigner. C'est surtout ça que je veux dire. Et tu vois, par exemple, je sais que ça t'est arrivé très souvent aussi quand on parle de box-office, par exemple, le nombre de fois où on a des gens qui nous disent, mais attends, le film a coûté 200 millions et il en a rapporté 250. Donc ça va, ils ont gagné 50 millions du coup. Alors non, loulou, c'est pas comme ça que ça se passe. Les salles de cinéma, c'est pas des bénévoles. Ils touchent de l'argent, les gens aussi quand même, les autres. Mais tu vois, c'est ce genre d'exemple, comme des fois c'est marrant. Ah oui, non, mais bon, enfin, après les réseaux sociaux, hein, tu sais, voilà, moi, je n'en parle que je donne mon avis là-dessus justement parce que c'est quelque chose qui me passionne, quelque chose qui me plaît, quelque chose sur lequel je me suis apte renseigné, tu le sais. Donc voilà, et puis j'ai eu le temps d'observer et d'analyser pas mal de choses depuis maintenant très longtemps. Donc, et attention, pareil, ça peut m'arriver de me tromper, ça peut m'arriver de pas connaître, bien sûr, clairement. Par bien sûr. contre, Mais on le je vais dira. faire l'effort, si je connais pas, je vais faire l'effort, avant de commencer à en parler, de faire des recherches, de me renseigner, de savoir de quoi on est en train de parler. Et ça me fait pas de moi un spécialiste, très loin de là. Mais au moins, d'essayer d'avoir des choses quand même à apporter sur le sujet. Ce qui est un minimum. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est Disney. Parce qu'on était en train de s'en parler, on se le disait justement juste là avant de commencer en off. Et c'est vrai qu'il y a eu une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, où tous les yeux étaient tournés sur la Warner ou sur Sony. Et on était quelques-uns à dire, vous savez, chez Disney, tout ne va pas bien. Et on voit de plus en plus de craquelures. Et à l'époque, c'était encore, oh, c'est Disney, c'est Disney. La pente est mauvaise. La pente est mauvaise. Et là, en ce moment, on a un enchaînement de choses du côté de Disney qui est assez hallucinant. Et je vais te laisser choisir dans quel ordre on va traiter ça, parce que on a du coup, là pour cette semaine, on va dire 3 grosses news. Du coup, trois grosses facettes à voir. On a d'un côté, du côté des syndicats, alors il y a la grève des acteurs bien évidemment, mais ça a provoqué plein de choses. Et entre autres, des noyaux de syndicalisme, des gauchistes naissent chez Disney, des socialistes, des communistes selon la vision américaine, on va pas se mentir. Mais du coup, ça se syndicalise de plus en plus du côté de Disney, et là c'est du côté de l'animation. On a le cas Hulu, qui est très intéressant, surtout que ça a été très mal couvert, pour le coup, par beaucoup de ce que j'en ai vu. Et on va rentrer dans les détails ici, et vous allez vraiment comprendre ce qui se passe avec Hulu. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Si vous lisez Disney va payer 8,61 milliards de dollars pour acheter Hulu, je vais vous expliquer en quoi. Ça va être plus. Ça va être plus. Et vous allez comprendre très facilement pourquoi. Vous comprendrez le système. Et on a bien évidemment
ce qui a fait le plus de bruit cette semaine, c'est-à-dire l'article de Variety, qui pour le coup parle de différentes choses qu'on résumera, on prendra vraiment les points importants, mais clairement qui est celui qui a, voilà, qu'on retrouve partout, chaque paragraphe, il y a une phrase par paragraphe qui est reprise partout. Il y a eu 6 tweets pour un seul et même article. Comme ça, tu dis, vas-y, j'en fais une vidéo. Ouais. On regarde tout l'article. Je voyais tout le monde qui prenait une phrase par-ci, une phrase par-là, je vais faire une vidéo là-dessus. Je te vas-y, non, je fais une vidéo, on parle de tout et basta. Mais si on aurait voulu, on aurait pu faire au moins 6 vidéos. Une semaine de contenu, hein. Sans souci. Ah la vache. Mais non, c'est pas l'esprit de la chaîne, moi, c'est vraiment, voilà. Je préfère qu'on regarde tout l'article ensemble, un peu comme toi, et je trouve ça mieux. Mais du coup, tu as le choix. Tu es mon invité, tu choisis. Par quoi veux-tu commencer? Et puis on va commencer l'ordre que tu as fait, c'est très bien. En syndicat, ensuite Ulu, et puis ensuite Marvel. Voilà. Eh bien, du côté syndicat, du coup, effectivement, on a cet article que tu m'avais envoyé, d'ailleurs. Et donc, on voit que les travailleurs de la production ont voté pour se syndicaliser. Et donc, c'est les coordinateurs de production, les managers de production et les superviseurs dans le studio qui bossent sur Wish ont réussi à obtenir une majorité pour rejoindre la guilde d'animation. Parce qu'il faut bien comprendre, pour les gens qui ne le sauraient pas, que l'animation, c'est un autre type de contrat. C'est pour ça qu'eux ne sont pas en grève en ce moment. Même au moment de la WGA, les scénaristes, ils l'étaient pas, parce que c'est pas les mêmes. C'est effectivement la guilde d'animation. Pareil pour les acteurs, c'est-à-dire ceux qui font les voix sur les films d'animation, c'est la guilde d'animation. Donc c'est d'autres contrats discutés à un autre moment. Eux ne sont pas liés à ces histoires de grève avec la MPTP. Mais ce qui est fou, c'est que du coup on a ça qui fait suite aux VFX, aux équipes de VFX. Exact. Alors ça pareil, il faut qu'on précise, c'est pas les boîtes de VFX ou les milliers de gens avec qui travaille Disney. On parle bien des gens qui travaillent directement pour Marvel Studios. C'est-à-dire une cinquantaine de personnes, 52 je crois, cinquantaine de personnes, mais ça reste la première fois que des travailleurs VFX se syndicalisent. Ça n'est jamais arrivé. C'est historique. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Et t'en penses quoi du coup là-dessus, toi, sur cet enchaînement là de noyaux de communistes chez Disney du coup? Non mais c'est historique. Là je l'avais dit en plus chez toi, avec Jarod, une fois un dimanche, je dis on arrive sur un tournant en fait. Et là, clairement, en interne, que ça soit la syndicalisation donc des VFX, que ça soit aussi les production superviseurs, voilà, de l'animation, etc. Je pense que c'est que le début, parce que oui, il y a un ras-le-bol total, il y a un ras-le-bol des gens qui, ça y est, commencent à l'ouvrir de plus en plus, qu'ils appuient sur le fait qu'on en a marre de faire des heures supplémentaires non payées, de faire tout à la dernière minute, des heures pas possibles. Enfin, voilà, c'est plus, on va dire. C'était une coordinatrice VFX qui parlait de 14 heures par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, les amis. C'est fou. Non, mais il y a 24 heures dans une journée. D'habitude, nous, on travaille sur des périodes de 8 heures, 9 heures, allez, voilà, 14 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte, par jour. Tu rajoutes juste le temps de rentrer chez toi, de te faire à manger, de prendre une douche, de machin. Il te reste 4 heures de sommeil. C'est hallucinant. Et puis, ouais, effectivement, et toutes ces heures supplémentaires non rémunérées, enfin, voilà, c'est vraiment pour moi de l'esclavage, c'est ce que je pense. Donc, écoute, ouais, vive le communisme américain. Je suis, comme tu le sais, pour une égalité, une équité, je dirais, pour tout le monde. Mais à un moment donné, il n'y a pas que les gros bonnets et les gros exés qu'il faut qu'ils servent dans les grosses valises de dollars. Et il faut qu'à un moment donné, que les choses, parce que à force, tu dégoûtes tout le monde. Tu dégoûtes des gens qui n'ont plus envie de travailler pour toi, machin, etc. Ils le font plus par passion, après ils le font par obligation. Et c'est comme ça que tu perds les talents. Il y a un moment, ils vont aller là où, si c'est des gens talentueux, c'est des gens qui ont du coup plus de possibilités et qui vont aller là où leurs possibilités seront le mieux rémunérées. Donc si on veut continuer à avoir la qualité, il y a un moment, faut aussi savoir mettre le prix, parce que c'est la même manière que quand vous achetez quelque chose en fait. Si vous voulez pas acheter de la merde, vous mettez le prix. De la même façon, si on veut avoir les meilleurs dans des domaines, ce que normalement une boîte comme Disney devrait viser, avoir les meilleurs, et ils devraient viser d'être au-dessus. Donc non, c'est pas en faisant le minimum et en engageant ceux qui sont prêts à bosser pour un minimum
que ça va fonctionner, quoi. Ah mais complètement. Donc non, moi je suis enfin toujours surpris, mais en même temps je le suis plus parce que quand il y en a un qui commence à lancer les dés, souvent bah voilà il y a des choses qui commencent à s'enchaîner derrière. Oui. On le voit nous aussi même du côté des comics, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'évolutions dans l'édition, etc. En fait, toutes les grosses puissances ou les gros noms, les grosses boîtes, etc., sont en train d'avoir un tournant. Mais Et en plus, il y a un effet pervers. C'est un effet pervers aussi qu'ils n'avaient pas vu venir, d'avoir laissé durer les grèves des scénaristes et des acteurs. ouais. Ah bah ouais. Clairement. Et alors d'ailleurs, ceux qui regrettent à fond, c'est les réals, pour le coup, qui ont accepté beaucoup trop vite. Et il y en a pas mal qui sont assez frustrés de ce côté-là. Et on sent qu'il est possible qu'il y ait un gros changement du côté de la direction du syndicat des réalisateurs d'ailleurs. Ils sont même sentis obligés d'envoyer un mail, il y a pas très longtemps d'ailleurs, la direction du syndicat des réals, pour dire « Hey, on est super... Hein qu'on est tous contents du deal qu'on a obtenu, les gars. Dites-le qu'on est... Vous croyez pas la presse et puis des gens qui disent que... Non, on est content. » Et bon, c'est assez drôle. Mais le problème, c'est que bah ouais, ça a motivé des gens, ça a montré ce qui se passait quand les gens se regroupaient, ça a montré le poids... Et pour le coup, c'est les scénaristes, parce que, enfin, dans le sens où c'est eux les premiers qui ont obtenu vraiment des choses, vu qu'on sait que celle des acteurs n'est pas encore réglée. Et ça a donné de la confiance à plein de monde. Et ça a montré que c'était soutenu par les autres syndicats en plus, par les YATSE. YATSE, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment c'est tout le monde, hors WGA et SAG-AFTRA, hors scénariste et acteur. YATSE, c'est les maquilleurs, c'est le perchiste qui tient la perche au son, c'est ceux qui construisent les décors, ainsi de suite, les lighteux, ceux qui passent les lumières et tout ça. Et ils ont vu que les Teamsters, c'est le syndicat c'est tous les conducteurs. C'est ceux qui conduisent des véhicules, ceux qui vont emmener les décors quand il faut les emmener en camion, le matériel et tout ça. Ou qui vont conduire les acteurs, tout simplement, de l'hôtel jusqu'au tournage aussi. Et ouais, ça a donné un exemple. Ça a donné un exemple, ça a révélé un truc. Et je suis curieux de voir jusqu'où ça va aller. Vraiment, parce que au niveau des boîtes de VFX, jusqu'où ça peut aller, quoi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que le problème, c'est qu'il y a le risque après de délocaliser. Est-ce qu'ils vont réussir à pouvoir développer ça du côté donc des boîtes qui sous-traitent en VFX sans que Disney aille du coup délocaliser ailleurs? Je sais pas. Mais c'est intéressant. Le problème, c'est que comme toute entreprise privée, malheureusement, alors bien sûr, il y a des lois, bien sûr au niveau du travail, des choses comme ça, mais je veux dire, si demain, effectivement, ils ont envie de délocaliser, de travailler que en externe et pas en interne, en tout cas sur une partie, mais de faire que du 100% externe, bah déjà que leur image là est assez entachée. Si c'est pour ensuite avoir toutes les associations au cul ou ce genre de choses, c'est un cauchemar de père pour eux en ce moment, je pense. Ah oui. Parce qu'en plus, t'imagines, parce que donc il y a des choses dont on parle là, mais il y a eu le Marvel, le bouquin qui est sorti il y a pas longtemps, Rain Studio, ouais. Qui est sorti il y a pas longtemps. Pareil, du coup, ça a donné plein de trucs. Il y a eu tous ces dossiers dernièrement, justement, sur l'état des travailleurs VFX qui bossent avec Marvel. Vraiment, en termes de PR, en ce moment, quand je dis PR, c'est la public relations publiques. C'est fou. C'est vraiment fou. Ah, ils ont beaucoup de travail. Là, ils ont ouais. Et du coup, on va passer à la suite avec la partie Hulu. Alors, pour ceux qui savent pas, en gros, Hulu, donc, est un network qui est détenu à 2/3 par Disney et à 1/3 par Comcast. Donc, le truc, c'est que, selon comment avait été écrit le contrat, veut arriver 2023, enfin le deal se fera en 2024, il y avait une clause qui faisait que si Comcast décidait de vendre, Disney avait obligation de racheter. C'est pas un choix, c'est pas un machin, c'est pas une proposition, c'est pas du moment. Et on en avait déjà parlé plusieurs fois, où on avait dit d'ailleurs, il y a pas si longtemps, le patron de Comcast, devant les actionnaires, avait de toute façon déjà bien laissé entendre qu'effectivement, ils allaient se servir de cette clause. En mode, tiens, débrouille-toi. Faut savoir, donc vous voyez ce que je disais en début, il y a beaucoup d'articles qui disent Disney va payer 8,61 milliards de dollars pour racheter les parts qui lui manquent sur Hulu. C'est pas ça qui se passe exactement. Alors, le système, pour vous expliquer en gros, c'est très simple, vous allez très vite comprendre. En fait, Disney
a son banquier. Alors je crois que c'est JP Morgan pour le coup. Comcast a son représentant aussi financier. Chacun des deux va estimer la valeur de Hulu. À partir de là, il y a deux solutions. Soit les deux estimations faites par les deux représentants des deux entreprises est dans une fourchette de 10% d'une valeur totale. Auquel cas, c'est good, on se met entre les deux et la vente est faite. Mais ça veut dire déjà, imaginons que le côté Disney dit Hulu ça vaut 27 milliards, pardon, ça ferait 9 milliards. Mais que à côté, du côté de Comcast, ils disent ça vaut 40 milliards. Là, ce qui se passe, si c'est au-delà des 10%, les deux banques vont en chercher une troisième. Putain. Cette troisième va aussi donner une valeur à Hulu. Et ensuite, on prendra la valeur donnée par cette troisième banque et la valeur donnée par celle des deux banques qui est la plus proche. C'est le juste prix, bordel. Ah ouais, t'as la troisième banque qui donne une valeur à Hulu. Tu prends les valeurs qu'ont donné les deux autres banques. Tu prends celle qui est la plus proche de celle de la troisième. Et ben, ces deux-là, ça sera au milieu des deux. Donc, 8,61 milliards, c'est ce qu'espère. Sachant que de base, en plus, ça devrait même être plus, parce que de base, je crois que le plancher, c'était 27 milliards pour la valeur de Hulu. Donc logiquement, ça devrait être 9 milliards. Ça avait été estimé à 9 milliards, et normalement, ça peut pas être estimé en dessous. Mais selon ce qui va être estimé en face, il y a de grandes chances. Parce que du coup, c'est le minimum, là, ce que disent les 8,61 milliards. Ça peut très bien passer à du 10, du 11, du 12. Et tu te rends compte que, imaginons que ça passe à du 12 milliards, ça veut dire que tu rajoutes un Star Wars à ce que eux comptent payer pour Hulu. Star Wars, ils ont payé 4 milliards et quelques. Oui. Là, on sait que de base, ça sera au moins 9 milliards. Oh la vache. Ok, Disney, ça a de l'argent. Mais c'est énorme, même pour eux, 9 milliards. Non, mais c'est énorme. C'est un truc de dingue. Du coup, t'en penses quoi de cette histoire de système, machin? J'ai halluciné en découvrant ça, en découvrant comment ça allait se passer. Tu sais, ça me fait penser à un film avec Michael Douglas qui s'appelle Wall Street. Et franchement... Comcast, il se lave les mains. Hein. Ah bah, complètement, mais... Ramène le fric. Juste pour savoir, le deal, il est prévu pour quand? Pour la fin du deal? Courant 2024, ça va se faire courant 2024 la vente. Bah, de toute façon, je pense que non, mais de toute façon, ils n'ont pas le choix. Donc je pense que déjà que ça va pas si bien. On rappelle quand même qu'ils ont rappelé Bob Iger. Faut le dire, hein, parce que voilà. Hein, déjà, ils ont rappelé Bob Iger, ils l'ont sorti sa retraite, et en plus, il devait rester que 2 ans, et au final, c'est ouais, non, je vais rester plus. C'est ça. Et Bob Iger, c'était lui qui était là pour faire le deal avec Lucasfilms à 4 milliards. Donc il y a quand même. C'est là, franchement, la Disney, ils vont au moins, je dirais, balancer un chèque de 9 milliards minimum. Moi, je mise sur du 10 voire 11. Ouais, tu miserais ça? Je pense du 10, ouais. Ouais, 10, ouais. Bah ouais, de toute façon. Mais t'imagines 10 milliards? En fait, ils vont essayer de prendre le plus possible. Hein. Donc... Ouais. En plus, on se rend pas compte parce que on se dit ouais, mais Hulu, nous on connaît pas parce qu'on l'a pas. Mais tu te rends compte quand même 10 milliards. C'est énorme. Surtout que c'est quasiment 2 fois et demi Lucasfilms. Bah, le truc en plus, c'est que si tu veux, comment dire, c'est pas comme quand ils rachètent Lucasfilm ou la Fox ou machin, où d'un coup ils ont un tas de franchises en plus, ils ont un tas de choses en plus. Là, effectivement, ils avaient déjà les 2 tiers. Ouais. Donc, ok, ils vont avoir une partie des revenus en plus d'Hulu, mais le truc, c'est que dans la plupart des pays du monde, en fait, Hulu fait déjà partie en fait de Disney+. Maintenant, un changement possible, du coup, dans un avenir proche pour eux, c'est effectivement que peut-être qu'aux États-Unis, c'est ce qui empêchait aux États-Unis que Hulu soit intégré à Disney+. C'est-à-dire que contrairement à nous, contrairement à tout le reste du monde, en fait, aux États-Unis, ils peuvent avoir un bundle avec Disney+ et avec Hulu. Et Hulu à part, voilà, c'est ça. Alors que chez nous, c'est Stars. Nous, on a Hulu. Mais nous, c'est Disney+. C'est ça. À voir si Bob Iger va vouloir le faire, parce que Chapek, lui, était prêt à le faire, parce que Chapek, il était totalement ouvert sur le côté, on s'en fout si c'est pas juste pour les, parce que Disney, il y a toujours eu ce délire de Disney+, sans réfléchir, les parents doivent pouvoir mettre les gamins devant.
et ils ont la certitude, la sécurité de un gamin peut regarder Disney+. Sauf que c'est pas le cas dans le reste du monde. Et c'est l'exemple que donnait Bob Chapek, qui disait, mais quand les journalistes lui disaient, ah, mais vous êtes pas inquiet, machin, si vous mettez Hulu avec Disney+, il disait, mais regardez le reste du monde, c'est le cas, est-ce que ça a causé des problèmes? Non. Ailleurs, jusque-là, il a toujours été dans ce côté, justement, Disney. Mais je pense que là, non, là, il va craquer, il va le mettre... Il va le mettre dedans, ouais. Mais tu vois, c'est pas une révolution. Tu payes 10 milliards, ils auront des revenus en plus, un petit peu, évidemment, mais c'est pas une révolution. Et pour 10 milliards, du coup, est-ce que la valeur que t'en retires vaut la peine? Bah, malheureusement, c'est une épine dans le pied, mais je pense qu'ils savaient de toute façon tôt ou tard que ça allait, ça leur pendait au nez. Là, dans l'affaire, hein, c'est comme Cass qui se font un putain de deal, hein, parce que là, ils sont bons. Hein. Les gars, le patron, il est en mode, les gars, c'est moi qui rentre cette année, on va tous à Cancun. C'est bon, c'est la boîte qui paye. Non, mais c'est pour moi, les gars. Je rince. Imagine là, le groupe Universal, là, ils sont bien. Là, ils sont très très bien. Ah, ils ont 10 milliards qui rentrent. Hein. Enfin, entre 8,61 et... ça va. 10, ouais, c'est pas mal. C'est très 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 bien. Bon, bien sûr, après, il y a les exonérations d'impôts, il y a toutes ces choses qui vont sortir. Hein, mais c'est vrai que là, en plus, bah, si eux, ils enlèvent une épine de leur pied, comme Cast, Disney, démerdez-vous. Vous voulez le faire à part, vous voulez mettre le packagé de votre Bolden compris, machin, etc. dans votre plateforme, pas de problème. Nous, ça ne nous regarde plus. Sachant que Disney, il y a aussi qui vont peut-être penser aussi à la concurrence qui arrive, parce que forcément, même si Max est toujours disponible et déjà disponible en fait aux États-Unis, il n'en est pas moins qui commence à se diversifier dans le monde. Donc, on est sur la vraie guerre des streaming et en plus avec une augmentation récente de tous les prix d'abonnement de toutes les plateformes. Apple encore dernièrement. Ouais, Netflix, Apple, ouais. Donc Amazon il y a pas si longtemps. Oui. Donc ouais, c'est. Ce qui va être intéressant aux États-Unis, c'est est-ce que du coup ils vont vraiment totalement fusionner les deux? Parce que tu vois, c'est le même cas qui s'était présenté pour Max, par exemple, avec Discovery, où ils étaient revenus en arrière, où ils s'étaient rendu compte que c'était pas une bonne idée, parce que ils s'étaient rendu compte que les gens qui payaient 8 balles pour Discovery avaient peut-être pas envie de devoir payer du coup bien plus cher si ça fusionnait totalement avec Max, et que ça risquait de leur faire perdre plus de 20 millions du coup d'abonnés. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il va y avoir ce même type de réflexion du côté de Disney ou est-ce qu'ils vont prendre ce risque-là? Ouais, c'est pas bête parce que c'est vrai que... C'est combien le bundle là-bas? Je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, franchement. Je sais plus. Bundle. Parce que forcément, si les gens ont réfléchi aussi comme ça pour Discovery, s'il y a une véritable grosse plus-value financière pour le consommateur, nous, les amis, on voit pas la différence parce que nous, c'est déjà inclus dedans, en fait, avec Star. C'est 20 balles. 20 balles 20 balles sans publicité. Et le truc, ce que j'arrête pas de dire sur la chaîne, c'est que vraiment, les plateformes de streaming veulent absolument que les gens signent sur les versions avec pub parce qu'elles leur rapportent bien plus d'argent. Et la version avec pub, donc le Disney Bundle Duo basique, c'est 9,99. Et là, c'est Disney avec pub et Hulu avec pub. Ok. Et 20 balles sans pub. Ok. Ouais. D'accord. Et t'imagines la différence de prix qu'il y a entre nous et les États-Unis pour le coup, ce qui est aussi le cas pour Prime, mais pour d'autres raisons. Prime est beaucoup plus cher aux États-Unis, mais c'est parce que Prime de base, c'est d'abord le service de livraison rapide et qu'on est sur une surface beaucoup plus grande aux États-Unis. Ouais. Mais là, tu regardes Disney+, il n'y a pas cette excuse-là. Et Disney+, nous, la version qu'on a, c'est la version à 19,99. Que nous, on a, c'est quoi maintenant? Ça a augmenté, parce que c'est 9,99 ou 9,90 ou 10? Ouais, c'est ça, c'est 10,99. Qui était à 8,90 il n'y a pas si longtemps, quoi. Ouais. Eux, c'est leur version à 19,99. Putain, tu vois pas il y a quoi? Il y a $9 de plus, je crois. Ah bah, 10 balles. 10 balles, ouais. Il y a 10 balles de plus, hein. C'est ouf, hein. Ouais. Parce que nous, c'est ça. Nous, c'est le Disney+, avec Hulu qu'on a. 10 balles de plus, hein. Je serais vachement intéressé, tu vois, de savoir sur un sondage de foyers américains, sur quoi ils sont abonnés. Mais en plus, les États-Unis, il faut bien se rendre compte que il y a d'énormes différences de prix sur tout ce qui est abonnement internet, téléphonie, câble, tout ça. C'est incroyable. Parce que le système américain, le problème, c'est que c'est pas comme chez nous où tout est fait pour que nous, on peut choisir entre n'importe quel opérateur pour internet, par exemple. Aux États-Unis, c'est distribué par zone, c'est-à-dire un opérateur à telle zone. Et donc, t'as pas le choix. C'est cet opérateur-là.
C'est pas comme nous, ou France Télécom, quand ils installent des lignes fibres, par exemple, après, pendant 6 mois, ils n'ont pas le droit de proposer quoi que ce soit, parce qu'il faut que tous les opérateurs puissent arriver, se connecter dessus, et te proposer des abonnements aussi. Là-bas, tu es dans cette zone-là, tu dois passer par un tel. Ferme ta gueule. Et ça n'existe pas, le vrai Internet illimité aux États-Unis. Ça n'existe pas. Pour avoir l'équivalent de ce qu'on a, nous, en Internet rapide, plus téléphonie, machin, qui est même pas un vrai équivalent, chez eux, tu payes minimum 100 balles. Minimum. Pour un abonnement que nous, on paye 30 balles. Chez eux, c'est 100 balles minimum. Donc, ça m'étonne même pas quand je vois ça. Parce que de base, sur tous ces principes-là, d'abonnement, de câbles et tout ça, ils sont de toute façon bien plus chers que nous. Et tu peux pas avoir d'internet illimité chez eux. Ça n'existe pas. Comme nous, on a avec Free ou avec Orange ou machin ou quoi, il n'y a pas ça. Bah oui, c'est ça. C'est incroyable. De ce côté-là, on est gâté. Vraiment, en Europe, sur le truc de Internet et de la téléphonie, on est vraiment gâté par rapport à eux. Ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais donc, ouais, affaire à suivre. On verra combien ils vont payer. C'est assez... Eh bah. assez ouf. Et on s'attaque au gros dos. Alors, ils ont été au tac, ils ont été à fond Variety. Hein. C'est-à-dire, ils ont même fait, allez, appelez-nous des artistes. On veut des dessins qui montrent que c'est la merde. Ouais. T'as celui-là qui est pas mal aussi dans le genre, avec tout le monde qui s'éloigne de ce qui reste dans le MCU. En plus, tu vois bien, tu vois. Bah tu sais, c'est ce que c'est. Enfin, vous en parlez des fois avec Jarod le dimanche, mais c'est assez parlant en même temps. Hein. Mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Hein. Quand regarde, tu vois les avec le sac Avengers, le masque Iron Man, le bouclier Captain America, la main de Hulk, et tu vois ce qui reste, c'est eux. Alors attention, moi j'adore Loki, moi j'aime bien Sam Wilson, j'aime bien Miss Marvel, j'aime bien Bucky, mais voilà, faut pas se mentir, objectivement, on n'a pas ce qu'ont été les personnages des débuts du MCU. C'est une réalité, ça de toute façon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les nouveaux, c'est la vérité. Cet article, il est assez ouf, du coup. Ouais. Alors là, une petite pépite pour nous. Il part sur plusieurs choses, du coup. On va prendre les parties vraiment importantes. Il y a le cas de Jonathan Majors. Ouais. Alors, donc ce que ça nous apprend en gros, c'est que, évidemment, bon, il y a les problèmes avec le procès. On sait que là, la prochaine étape, ça va être fin novembre. Sachant que l'avocat de Majors avait demandé à ce que tout soit abandonné au vu de preuves qu'ils estimaient avoir. Ça a été refusé. Totalement refusé par le juge. Non, il y aura procès. Et ce que nous apprend l'article, c'est que ça a été discuté. Alors que ça a été discuté, pas parce que j'ai vu que il y a plein de trucs sur lesquels les gens ont l'air d'avoir mal compris. C'est pas dit, ils vont enlever Kang et mettre Doom. Il est dit, ça y est réfléchi. C'est des options. Voilà, c'est des options qui ont été discutées. Exactement. Comme dit l'article, tous les ans, ils se réunissent à Palm Springs, une sorte de comment dire, de cerveau MCU comme ça. Ils sont plusieurs, donc Kevin Feige à se réunir à Palm Springs, où en général, c'est des trucs en mode plutôt confiance, parce que ça cartonne pour eux et machin. Cette année, c'était un peu plus tendu. C'était un peu plus, on a des problèmes à régler là. On va pas se mentir. Et donc il y a Scamagers. Déjà ça. Alors il y a un truc intéressant juste avant que je te laisse la parole, c'est que, et c'est là que ça montre aussi. Tu peux des fois, te rendre compte de problèmes et être complètement à côté sur la décision à prendre. Quand tu vois par exemple que déjà avant ces problèmes judiciaires, ils pensaient peut-être à le remplacer à cause de Quantum Mania, alors que bande de connards, c'est une des seules bonnes choses qu'il y avait dans Quantum Mania. Et encore, je veux dire, les seuls problèmes qu'il y avait avec Kang dans Quantum Mania, c'est à cause des scénaristes, c'est à cause des décisions. C'est à cause de l'écriture. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est qu'il soit battu par des fourmis géantes. C'est que son truc le plus méchant, c'est de lancer Casey depuis 50 cm du sol. Ouh, je t'ai fait tomber par terre. C'est le méchant qui fait des croche-pattes, va te faire foutre. Mais par contre, son interprétation, elle était top. J'ai moins aimé la post-crédit, Immortus, tout ça, mais Kang, magique. Donc ça montre que ils voient Quantum Mania, il y a un gros problème, mais ils ont mal ciblé. Déjà sur ça, sur le truc de Jonathan Majors et de Kang, et de peut-être le remplacer, t'en penses quoi? Est-ce que ça serait viable? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il vaut mieux croiser les doigts que ça n'arrive pas? Qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, on sait que de toute façon Disney font très attention à leur image, donc là ils n'ont pas fait la même erreur que Johnny Depp, donc du coup ils attendent la fin du procès. Mais il y a un autre film qu'ils ont retardé pour le coup, qui a plus de date de sortie pour l'instant. Ils attendent de voir ce qui va se passer. Ouais. Donc, ils attendent de voir ce qui va se passer. Ok, pas de problème. Jusque-là, c'est bien, c'est parfait. Voilà. Par contre,
enfin, moi, quand je vois d'un côté, effectivement, ce que tu viens de dire, de prendre comme bouc émissaire le problème Jonathan Majors à cause de Ant-Man 3, non. N'importe quoi. Il faut arrêter de déconner. Par contre, il y a plusieurs donc options. Il y a cette option donc de recaster éventuellement l'acteur s'il s'avère être Le inculpé. système des variants et tout ça. Exactement. D'ailleurs, ils énoncent plusieurs fois le même souci qu'ils ont eu lieu, notamment avec Terrence Howard quand ils l'ont remplacé par Don Cheadle. Donc bon. Quand il y avait beaucoup trop d'argent et que du coup ils l'ont remplacé. Exactement. Il a été trop gourmand, donc voilà. Mais le côté après l'autre option, on passe directement à Doom, etc. Alors là c'est un suicide pour moi. Là, s'ils font ça, c'est un gros suicide. C'est foutre en l'air. Déjà, ne pas avoir Doom encore dans un arc qui concerne Secret Wars, c'est déjà un mystère. C'est ça. Qu'on soit clair. Bah oui. Pour ceux qui ont lu Guerre secrète, voilà. Non, mais pour ceux qui ont lu Guerre secrète, Fatalis, Docteur Doom, c'est le pilier dans l'histoire. Donc, à un moment donné, bon, je sais pas comment ils vont faire leur guerre secrète à eux, mais bon, ça c'est encore un autre. Qu'est-ce que tu vas le ramener après si tu as déjà fait Secret Wars? C'est son histoire la plus importante. Et t'imagines, tu le ramènes après? C'est comme si tu ramenais Thanos après l'arc du Gant de l'Infini. Qu'est-ce que vous foutez? C'est quoi votre bordel? C'est quoi le projet? Mais alors, c'était qui portait le Gant de l'Infini? C'était un nain? Vous êtes sérieux, les gars? Oh ben non, quand même. Non, mais c'est vrai. Je vais direct aller dans ma ferme. Non, mais c'est débile. De toute façon, ça m'étonne pas. De toute façon, que ces films-là, déjà, ont été repoussés très loin. Bon, de toute façon, nous verrons bien, parce que encore une fois, c'est aussi le problème du tribunal populaire sur les réseaux sociaux. Tout le monde crache dessus, machin, etc. Pour l'instant, on n'est pas juge, on n'a pas les éléments du dossier, on sait rien. On attend juste les résultats. Nous ne sommes que des fans, un public. Voilà, nous ne sommes qu'un public. On attend de voir. De toute façon, après, la décision ne nous appartient pas. Mais par contre, j'espère que Disney prendra beaucoup plus de recul sur la version globale des choses. Parce que là, moi, ce qui m'a vraiment mais atteint quand j'ai lu l'article, j'en ai même fait une vidéo, mais c'est de voir qu'ils veulent prendre pour responsable Jonathan Majors pour Ant-Man 3, par rapport au faible Ant-Man 3. Mais c'est hallucinant d'entendre ça. Ah ouais. En plus, c'est bien avant le problème qu'il y a eu juridique actuel. Donc, ça n'a absolument rien à voir. À un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Si en plus, à un moment donné, vous mettez Jeff Loveness, notre Jeff, ton copain, qu'on embrasse, mais qui du coup avait été, au début, je crois qu'il était prévu pour Kang Dynasty, il me semble, à l'écriture. Voilà. Alors, il n'a toujours pas été officiellement retiré. Il semblerait qu'il l'a été, c'est toujours pas officiel. Ouais, toujours un bordel, parce qu'en plus de ça, ça arrive au moment de la grève des scénaristes, donc c'est compliqué. Mais voilà, c'est si l'avocat de Jonathan Majors, comme il n'arrête pas de dire, c'est-à-dire nous sommes très confiants dans le procès, dans le machin, etc. et compagnie. D'ailleurs, dans l'article, c'est marqué qu'ils ont gardé sous le coude d'autres preuves pour éventuellement un procès. Donc on verra bien. On attend de verra. C'est fin novembre. D'ici là, Disney prendra ses décisions. J'espère qu'ils prendront la bonne. Et sa boîte qui le représentait à la base, qui s'était déjà séparé de lui parce qu'il était trop problématique avec avec les gens de leur boîte, en fait, du staff. Oui, il y a eu des petits problèmes en interne, effectivement. Ouais, je crois qu'il était menaçant. Et puis la femme qui l'accuse, etc., elle a eu un problème justement pendant le tournage de Loki, saison 2, à Londres. C'était pendant Loki, et elle avait travaillé sur Quantum Mania. Exactement. Voilà. Donc, écoute, s'il est innocent, qu'il y a machin, etc., croisons les doigts, et j'espère que Disney et Marvel, pour moi c'est la même chose, mais fera le nécessaire pour pouvoir bien communiquer davantage sur ce qui reste à arriver en termes de projet, etc., pas trop s'emballer trop vite, et pas faire un rétro-pédalage comme ils sont en train de le faire avec Blanche-Neige. Donc, il faut... Voilà, je pense que là, il marche en fait, tu sais, sur des petits œufs. Eh bien, écoute, en parlant de ça, parlons de Blade. Oui, alors... de ne pas faire de rétropédalage. La transition est toute trouvée. Parlons du cas de Blade, qui est assez intéressant pour le coup.
Donc, on a eu quoi? 4 ou 5 scénaristes, un truc comme ça. Ouais. Le film qui avait été genre 6 semaines avant de rentrer en production, ils ont dit oh, non, on arrête tout, c'est le bordel. Et donc cet article nous dit que Mahershala Ali a failli se barrer. Article, alors je vous rappelle, hein, acteur 2 fois, doublement oscarisé. Oscarisé. Quand même, hein, le bonhomme, mine de rien. Et alors, il semblerait qu'à un moment, le scénar du film s'appelant Blade, dans un des drafts, Blade, donc ce personnage dont le film porte le nom, hein, au cas où vous l'auriez pas compris, se serait retrouvé en 4e position d'importance de personnage, que ça aurait été un film plutôt sur un casting féminin, alors féminin ou masculin ou quoi que ce soit, je m'en fous, hein. C'est le fait que ce soit d'autres personnes qui auraient traité de problèmes de leçons de vie. Donc quoi, c'est un groupe de femmes sur un banc qui parle de problèmes. C'est Charlie et ses rôles de dame en fait. Et alors là-dessus, bon, idée qui a été annulée, hein, bien évidemment. Là-dessus, je vais quand même partager ça. Alors c'est pas du tout. Attends, je vais montrer ça. Parce que j'ai vu que ça circulait beaucoup, ces trucs-là. C'est pas du tout pour les personnes concernées là, hein, qui sont très, très, très sympas et tout ça. Hein. C'est ce truc-là qui m'intéresse, moi, vraiment. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris un tweet qui avait été écrit par Michael Starbury, qui a participé effectivement à un moment à l'écriture. Et qui dit, j'ai travaillé sur un draft de tout ça avant la grève. Oui. Alors, il dit pas il dit pas combien de temps avant la grève, en fait. C'était avant la grève. Oui. Voilà, on sait pas combien de temps avant. Et il dit, je n'ai jamais vu une version où Blade était le 4e lead, où c'était une narration menée par des femmes et remplie de leçons de vie. Et du coup, plein de gens prennent ça et disent, ah, vous avez vu, c'est bon. Ça... Et genre, My Time to Shine Hello, qui a partagé ce tweet-là en disant, ah, vous avez vu, c'est débunké. Mais est-ce que vous êtes capable de lire un tweet jusqu'à la fin? Putain. Est-ce que vous arrivez à lire 2 phrases? Parce que juste après, c'est écrit, mais je suppose que beaucoup a pu arriver entre-temps, depuis que moi, j'ai eu à travailler dessus. Il était dans 99% des scripts dont j'ai fait partie. Mais il n'y avait pas que lui. Mais il n'y avait pas que lui. Et il y a des fois, surtout quand il y a des productions chaotiques comme celle-là, il y a des fois où ils ont demandé des drafts à plusieurs équipes. Bien sûr. Mais pour voir lequel va le plus leur convenir. Bah ouais, mais ça se fait régulièrement. Regarde Superman, quand on sait qu'il y a Gunn qui avait une version, qui a eu Matthew Vaughn, qu'on avait écrit, et du coup, bah évidemment, Goyer, Snyder, tout ça, enfin, ça arrive tout le temps. Et le fait, et vraiment, je vois plein de gens partager ce truc-là, en mode, vous avez vu, c'est contredit. Pardon, tu lis ce que tu partages? C'est un minimum quand même. Et c'est flippant en vrai. Parce que je l'ai vu plein de fois depuis hier. Et les gens te disent, regarde, il y a ça qui contredit. Et je leur montre, je leur fais la capture d'écran de la phrase qui justement ne contredit pas. Ah, mais parce que le tweet disait que ça contredisait. Bordel, mais il y a le texte avec. T'as même pas à cliquer pour aller voir un article. Le texte est avec. Qu'est-ce que vous faites? Le problème, c'est que malheureusement, tu vois, quand t'as un retweet comme ça d'un My Time to Shine qui contient 200 000 abonnés ou je sais pas combien, bah, il a forcément plus d'audience et plus de force de frappe. Et donc, du coup, bah, on va plus tout de suite croire déjà à cette première information, sans pour autant revenir en fait à l'information de source et d'origine. La correction n'aura jamais l'audience de l'erreur de départ. Jamais. Dès que si tu dis une connerie, la connerie, elle sera traitée jusqu'au bout. Donc, malheureusement, il n'y aura jamais de correction derrière, etc. Sauf si les intéressés réels, là, ils vont faire un gros article ou machin et compagnie. Mais jamais, par contre, on va en vouloir à des gens qui nous ont induit en erreur ou machin, etc. C'est comme des gens qui s'abonnent, mais en fait, ils se s'abonnent jamais. Tu vois, c'est toujours plus simple de follow quelqu'un que de défollow derrière. Donc, ça, c'est. Je dis pas, peut-être qu'un jour, il y aura des éléments qui vont prouver qu'effectivement, ça va passer comme ça ou pas. Attention. Mais qu'on vienne pas me dire que c'est ça qui contredit le truc. Parce que c'est pas le cas. C'est dans le texte. Et en plus, ils sont pas tout seuls à avoir bossé dessus. C'est assez commun de demander, en fait, des pseudo-histoires, ce qu'ils appellent des drafts, donc des brouillons. Hein. Voilà, des brouillons d'histoire. Ouais, des drafts. Donc, mais du coup, le cas Mahershala Ali, donc ce Blade, est-ce que tu penses qu'on le verra un jour, Blade? Parce qu'il y a eu des rumeurs il y a pas longtemps en plus. Vous pouvez revoir, il y a de ça quelques mois maintenant, hein, des moments où j'étais chez toi un dimanche et on en avait parlé, et je m'en souviens, mais comme c'était hier, où j'ai dit peut-être qu'un jour
vous verrez une news arriver en disant Marshall Ali va se barrer, tellement qu'il en aura ras-le-bol. Parce qu'en plus, il commence à prendre de l'âge, hein, Pépère. Mais c'est Donc, ça, il mine a de 50 rien. balais, un truc comme ça, hein, 49 ans, je crois, un truc du style. Ouais, il arrive sur 50. Donc, de toute façon, il aura passé ses 50 ans avant qu'il rentre en tournage. Et puis, en plus de ça, c'est soit ça, ou soit c'est Marvel qui change carrément son fusil d'épaule. Surtout qu'en plus, si, justement, enfin, un des problèmes, justement, qui est mis en avant par l'article, c'est le fait que le MCU, c'est Kevin Feige. Les réals, tout ça, ça passe derrière, c'est Kevin Feige qui décidait de tout. Sauf que plus il y a de projets, moins il peut s'occuper de tout. Et clairement, là, s'ils veulent revenir, comme ils l'ont dit, sur plus de quantité, plus de qualité, pardon, et moins de quantité, bah, ça veut dire que dans tous les projets qui avaient été donnés, il faut bien élaguer un peu, il faut bien en enlever. Sinon, on change rien. Donc, certainement, il y a forcément des projets qui vont passer au coup près, de toute manière. Complètement. Donc, est-ce qu'on aura Vision Quest? Est-ce qu'on a Wonder Man? Je pense que oui, quand même, parce que ça a l'air. Normalement, ça devrait entrer en production. Mais il y a forcément des projets qu'il faut éliminer. C'est vrai. Moi, Ironheart, franchement, je pensais qu'on le verrait pas. La série, elle sort en 2005, elle est finie de tourner depuis un bon moment. Elle va sortir, je sais pas quand. Après, tu vois, il y a eu pas mal, donc, il y a RPK qui a aussi partagé en même temps que Blade que ça serait peut-être annulé au même titre que Thunderbolt. Bon, on a eu des nouvelles de Blade dans cet article. On n'a pas encore eu d'article concernant, ou en tout cas de nouvelles concernant Thunderbolt. Donc, je pense qu'ils savent des choses et ils attendent encore d'avoir plusieurs confirmations de plusieurs sources différentes pour refaire un article derrière. Je pense que tu peux pas avoir autant d'informations sur tout ça sans avoir les informations sur des autres titres comme ça, tu vois. Donc je pense qu'ils attendent encore pas mal d'infos. Et puis parce que là, t'imagines s'ils balanceraient au même titre, imagine, hein, je sais pas, on imagine, mais que Thunderbolt soit annulé ou machin. Bon, alors là, mais laisse tomber le raz-de-marée. Oh, mais en vrai. Ça aussi, j'essaie d'être juste, et le fait qu'il y ait des annulations, je le verrais comme quelque chose de positif, pour le coup. D'ailleurs, il y a une autre chose qu'on a appris pour Blade, c'est que il semblerait que le but aurait été d'avoir un budget qui ne soit pas supérieur à 100 millions de dollars. Voilà, ça serait inférieur à 100 millions de dollars. Bon, bah moi je dis tant mieux. Une critique qu'on fait depuis longtemps, c'est sur l'explosion des budgets qui rend tellement difficile d'obtenir une rentabilité. Et du coup, les annulations, je me dis, autant se recentrer, effectivement, que vos équipes de production, de VFX et ainsi de suite, soient moins sur les rotules en leur permettant de faire du travail correct sur les projets sur lesquels ils sont. Et le fait d'avoir un budget qui serait du coup de 100 millions, pour moi, ce qui est équivalent du coup à un budget de Shazam, donc il y a quand même moyen de faire des choses, bon, après voilà, l'écriture c'est autre chose, hein, mais en tout cas il y a moyen de faire des choses visuellement, c'est pas une mauvaise idée pour moi. Bah, tu regardes le premier Iron Man, tu as vu le budget qu'il avait. C'est ça. Donc, en fait, on explique aux gens. Millions. Exactement. Mais on explique aux gens que le budget de départ, il était moins important pour des films comme Iron Man, etc., quand ils ont lancé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le temps aussi de le faire. Et parce qu'ils savaient où ils allaient. Exact. Ce qui coûte extrêmement cher dans les films Marvel, c'est le fait qu'ils font faire un film, limite un peu au pif, et qu'ensuite ils se disent on va tout rattraper en post-production. C'est-à-dire on va faire des gros reshoots, on va changer les scènes, on va faire ceci, on va faire cela, ce qui coûte énormément d'argent. C'est comme si vous vouliez faire de la cuisine et qu'au fur et à mesure de votre recette, au lieu d'avoir décidé de votre recette avant, vous avez acheté les ingrédients dont vous avez besoin et bim, vous faites votre gâteau, votre plat ou machin. Là, vous essayez des trucs au fur et à mesure, vous dites ah non, bah là ça marche pas, tiens je jette ça, je vais plutôt refaire avec d'autres ingrédients et ainsi de suite. Du coup, vous avez acheté 10 fois plus d'ingrédients que ce dont vous auriez eu besoin si vous aviez su avant, si vous aviez eu la recette précise. Et voilà, forcément, votre budget, il explose. Marvel, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, on n'a même pas les 300 millions à l'écran. Parce qu'en fait, sur les 300 millions, il y en a 150, voire 200 qui ont été jetés à la poubelle. Ouais. Secret Invasion, c'est le cas typique de ça. On voit le prix immense que ça a coûté, sauf que, en réalité, plus de la moitié a été jeté. Ouais. Et on se retrouve avec les parties super cheap qui ont été retournées à la fin, ou même des sitcoms sur des chaînes du câble, les sitcoms hospitaliers, les Feux de l'amour dans un hôpital sur une vieille chaîne de telenovelas, ça a l'air d'avoir plus de moyens que ce qu'ils nous ont fait dans Secret Invasion. Ouais, non mais carrément. Non mais, enfin,
Enfin, pour moi, il y a pas mal de choses. Tu vois, là, j'ai fait une réaction de trailer pour parler de choses, mais de Godzilla Minus One, tu vois, quand je vois le budget de ce film. Ouais, il a l'air top celui-là. Je rappelle le budget de Godzilla vs Kong, c'est 160 millions de dollars. Le budget de Godzilla Minus One, c'est 15 millions de dollars. Et quand je vois le rendu, je me suis dit, mais what? Mais comment on fait? Quand tu as une direction précise, quand tu as un plan, quand tu sais où tu vas, tu peux du coup être dans une gestion des... Ce qui est le rôle d'un producteur normalement, ce qu'on appelle la gestion des coûts, la gestion du budget, la gestion des coûts. Exactement. Et voilà quoi, savoir justement à l'avance comment tu vas... Certains réals, c'est comme ça qu'ils obtiennent leur liberté, c'est parce qu'ils sont très forts en gestion des coûts et que du coup les studios ne les font pas chier puisqu'ils n'ont pas demandé de rallonge pendant le tournage. C'est ça. Et il y en a qui sont devenus très forts là-dedans. C'est ça, c'est ça. Donc moi je pense que les prochains projets qui vont arriver, comme Blade, comme machin, etc., en espérant qu'ils se fassent cette fois-ci, parce que là c'est la dernière chance. Hein. Là je pense que c'est la dernière des dernières. Je pense que Marshall Ali, il a dû mettre le point sur la table en disant, bon écoutez, soit vous repartez de zéro, vous me virez tout, vous me trouvez un putain de bon scénariste avec une bonne histoire, soit je me barre. Je veux dire, rien à foutre, hein, il est pas sans projet. Mais c'est ça, le mec, il a pas besoin d'eux, donc... Ouais, carrément. Donc, je pense qu'à la base, on est venu le chercher, tu vois, on lui a agressé un petit peu la patte, machin, on lui a dit, t'inquiète pas, on va te faire une belle histoire, tu le mérites, Blade, c'est un personnage complexe, tatati. Finalement, bon. Au moins, heureusement qu'il a gueulé, putain, et que c'est un acteur qui fait attention, ça c'est bien. Tant mieux. Tu vois, j'aurais préféré, tu vois, qu'un Paul Rudd fasse exactement la même chose quand il a vu le scénario de Ant-Man 3. Donc, ils l'ont bien eu avec Ant-Man 3, parce que ça, le trailer nous donnait cette impression d'un film un peu plus dramatique, un peu plus machin, qui avait énormément plu à tout le monde, et on a vu le résultat après. Bref. On a le cas de Marvel. L'article parle aussi de Marvel. Alors, c'est aussi très intéressant. Donc, ça nous explique. Bon, alors déjà, ça nous dit ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que les préventes sont catastrophiques, pour le coup. Et donc, on apprend que... Alors, c'est marrant parce que du coup, l'Internet l'a pris très différemment de comment moi je l'avais pris en lisant l'article. Où l'article explique que bien avant la fin de la post-prod, elle a dû partir parce qu'elle avait son film, son drame à tourner avec Tessa Thompson, Valkyrie d'ailleurs. Mais voilà, un film hors MCU qu'elle devait tourner. Et donc, elle est partie à Londres préparer ce film-là. Et moi, quand je l'ai lu, l'article, je l'ai vraiment pris comme un jab contre Disney. En mode, de toute façon, c'est des films qui sont faits par Disney, pas par les réals. Je rappelle, hein, on a appris il y a pas longtemps que les frères Rousseau n'avaient rien à voir dans la scène des portails dans Endgame. La scène la plus culte de Endgame dont tout le monde se rappelle, les Rousseau n'étaient pas là, ne l'ont pas décidé. Eux, ce qu'ils avaient fait, c'était un panoramique à la con, avec tout le monde. Et c'est les équipes VFX, c'est le superviseur VFX et les gens avec lui, qui eux, se sont dit non, ça ne marche pas. On va plutôt faire un système avec des portails et qui ont réfléchi, tiens, dans quel ordre, ça, en plus, on va laisser le temps pour le côté émotionnel, et puis il faut qu'on finisse par Spider-Man, parce qu'évidemment, c'est Spider-Man, et ainsi de suite. Les Rousseau étaient pas là. Ils étaient pas là pour ça. Alors, quand il se permet de la ramener sur Scorsese, mec, rappelle-toi que t'es pas pour... Ok, vous avez fait du super taf, hein. Attention, je dénigre pas ou quoi. Mais... calme-toi quand même. Calme-toi quand même. Pas autant que beaucoup de gens le pensent. Mais donc... Par contre, sur Internet, beaucoup de gens l'ont pris comme un truc contre la réal. Ce que j'ai pas compris, moi, sur le coup, vraiment. Contre la réalisation. Ouais, la réal de Marvel. En gros, il y a plein de gens qui ont réagi sur Twitter, entre autres, en défendant D'Acosta, donc la réalisatrice. En disant, oui, mais ça arrive souvent, regardez, Spielberg, il l'a fait, Joss Whedon, il l'a fait, machin. Mais moi, vraiment, l'article, j'ai pas l'impression que ça attaque D'Acosta. Enfin, vraiment, je l'ai pas ressenti comme ça. Pour moi, c'est plus contre Disney. C'est montrer qu'effectivement, la réal est partie des semaines avant et montrer que, encore une fois, enfin voilà, il y a la patte artistique qui est complètement diluée derrière l'entité gargantuesque qui est Marvel Studios. Ah, c'est ça. Et puis dernièrement, les dernières interviews de la réalisatrice montrent à quel point en fait elle s'en bat un peu les couilles, on va pas se mentir. Enfin, bah, elle l'accepte, elle l'a dit, quoi, qu'effectivement, elle savait très bien qu'en faisant un Marvel, bah voilà, tu renonçais à une partie de ta liberté, mais que t'essayais quand même de mettre un peu de ton style, en gros. Ah, c'est ça. T'en as qui sont plus battus après, hein. T'as des AO, t'as des gens comme ça qui ont essayé vraiment de faire leur truc, où on le sait, hein, qu'elle s'est pas mal fritée avec Kevin Feige, ou t'as une D'Acosta, et je critique pas du tout, hein, qui pour le coup est plus dans l'acceptation, essaye de faire des trucs un peu à sa manière, mais accepte qu'au final, c'est un film de Kevin Feige. C'est ça. Après, moi, le problème, c'est encore une fois, moi, c'est plutôt vraiment en amont.
Si tu vas chercher des réalisatrices ou des réalisateurs comme ça, si c'est pour après, voilà, entre guillemets, hein, c'est toujours pareil, hein, mais tu as l'impression que Disney se pose jamais trop les bonnes questions, alors que c'est quand même, il y a Ouais. quand même un grand ponte en haut qui s'appelle Kevin Feige qui décide quand même quasiment de tout, d'accord, à la base. Et tu sais, pour juste rassurer les investisseurs, les machins, etc. Ah, on a eu un nom de réalisateur tel que machin. On a eu une réalisatrice telle que machin. Déjà, comme ça, c'est super. On a des quotas. On a autant de réalisatrices femmes, autant de réalisateurs hommes. Ça, c'est super. C'est génial. On remplit les quotas Disney. Ensuite, on a eu tel nom pour l'acteur. Vous voyez, on a eu Macha Ali. Oh, Macha Ali, les investisseurs, vous allez pouvoir mettre du pognon dessus. Hein, double lauréat aux Oscars, ultra prisé, machin, tatati tata. Voilà comment c'est mis en place. Et puis derrière, bah, quand ça marche pas, ou quand ça va pas comme ils veulent, ou machin, etc., t'as l'impression que Disney, ils veulent trouver le bouc émissaire, soit sur un acteur, soit sur un réal, Oui. soit sur un machin. C'est rageant. Alors que Quantum Mania, on en parlait tout à l'heure, qui a pris les décisions? Parce que justement, c'est lié par rapport à The Marvel, c'est que les deux films avaient changé de place. Ouais. Qui a décidé de retirer 4 mois et demi de travail de post-production à Quantum Mania? C'est Disney, c'est les execs. Bah, bien C'est sûr. pas Jonathan Majors, c'est pas D'Acosta, c'est pas Non. machin, c'est les execs, c'est eux à qui ça semblait normal d'enlever 4 mois et demi de production à un film. Ce qui donne un passage dans l'article où justement on a un vétéran des VFX qui était là, qui était présent à l'avant-première de Quantum Mania et qui dit que la moitié, enfin, qu'il y avait un nombre, il y avait au moins, je peux vous montrer, il s'est dit ici, voilà. Des plans qui étaient flous. 10 il scènes. y avait au moins 10 scènes où les effets visuels avaient été ajoutés à la dernière minute et étaient flous. Dit un vétéran qui était présent. C'était complètement fou. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de toute ma carrière. Tout le monde parlait de ça. Même les enfants des exécutifs étaient en train de parler de ça. Et ça, c'est de la faute de Majors, peut-être? Ouais. Non, mais moi, je suis sûr que toi, un article comme ça, Disney doivent le voir, Kevin Feige doivent le savoir. À un moment donné, réveillez-vous, les mecs. Je sais pas, peut-être qu'il ne voit plus assez clair, peut-être que sa casquette à Kevin, elle est trop abaissée, je sais pas. Mais à un moment donné... C'est marrant, tu vois, c'était John Camper qui disait, alors on n'aime pas, hein, mais parce qu'il avait, c'est lui qui avait, il s'occupait du plateau de discussion pour Avengers 2, je crois, justement, avec l'équipe de Marvel. Et il racontait que quand il avait croisé Feige avant d'aller sur scène, il avait vu descendre une espèce de voiturette de golf et il avait l'air épuisé. Et il lui a fait la remarque en mode est-ce que ça va? Comment vous allez? Vous avez l'air crevé quand même. Et il lui avait dit effectivement, ouais, je suis débordé, je suis absolument débordé à cause des projets qu'on est en train de monter. C'était au moment d'Avengers 2. Ça veut dire c'était 3 projets dans l'année. Ouais. Imagine le MCU d'aujourd'hui. Oh, putain. Avec tous les trucs en simultané. Et le problème, c'est ça, c'est que ça a fonctionné pendant longtemps parce que Feige pouvait tout chapeauter. Et même si j'aime pas d'un côté ce système où c'est un exécutif qui passe derrière le créatif et tout ça, mine de rien, c'est ce qui a fait le succès du MCU. Sauf que Feige, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Il peut pas être derrière tout, c'est pas, humainement, c'est pas possible. C'est pour ça que j'espère qu'effectivement, ils ont réellement compris ce truc de qualité plus quantité. Après Endgame, est-ce que tu as encore la même envie, la même ambition que les débuts? Il y a ça aussi, tu vois. Donc, carrément. Il y a la motivation mutant, mais j'ai envie de dire, en tant que lui à son poste, t'as atteint un truc en arrivant à Endgame que personne n'avait fait. C'est vrai qu'en termes de motivation, de professionnel, de businessman, d'entrepreneur, de créatif aussi, t'as atteint un truc. Après, ça te paraît et l'erreur qu'ils ont faite dans la façon dont ils ont ramené ces nouveaux persos, qui du coup font pas rêver pour une majorité de gens. Et c'est dommage, tu vois, même Loki, hein. Je sais pas si t'as vu, mais on a eu les chiffres de Nielsen, là, qui du coup sont plus précis que les chiffres Samba. Alors, qui ont plus de décalage dans le temps, pour le coup, faut attendre toujours plusieurs semaines avant d'avoir les chiffres de Nielsen. Pour la première de Loki, par rapport à la première saison, on est sur une perte de 39%. 39% de public en moins sur la première de Loki, entre la saison 1 et la saison 2. Et là, on parle d'une série que la plupart des gens estiment comme étant une des choses les plus qualitatives que sort Marvel Studios. Ah, c'est ça. Donc imagine pour le reste. Oh, ouais. Sur du gros niveau, et je fais partie des gens qui trouvent que Loki est incroyable, et pourtant je suis très critique sur le MCU, 39% de moins
de public sur la première. T'imagines sur le reste? Ouais, non, mais complètement. Complètement. Sacrée période hein, pour Disney, pour Marvel Studios. Ouais. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner là Ouais. dans les mois et années à venir, mais surtout dans les mois parce qu'on va avoir, je pense, pas mal de choses. Oui. Hein. Après, attention, on n'est pas en train de dire que Marvel est mort. On n'est pas non plus en mode Non, c'est ce que oiseau j'ai de dit mauvais aussi. Ils peuvent augure. encore s'en sortir, Bien sûr. mais avec Il faut prendre les bonnes intelligence, décisions. avec recul surtout. Mm. Et Ils ont voilà, le et potentiel. qu'ils fassent pas les mêmes erreurs que Warner a fait, c'est-à-dire foncer dans le tas avec des trucs à droite, à gauche qui n'ont ni queue ni tête. Non, c'est de se reculer, se dire bon, quelles sont les priorités aujourd'hui pour pas perdre le public qu'on est déjà en train de perdre, etc. Donc voilà, j'espère qu'ils vont avoir ce recul-là, que après la grève des scénaristes et des acteurs, ils vont faire aussi un recul sur tout ça aussi, qu'ils vont prendre considération. Ouais, on verra. En tout cas, normalement, si tout se passe bien, la grève des acteurs devrait être terminée bientôt. Ouais, il semblerait qu'il y ait des petits soucis sur la partie IA. Oui, Ce que j'avais voilà. dit, ce qui risquait de bloquer. Bah ouais, hein, vous savez ça. Hein. Pour ça que les patrons n'ont pas participé hier pour le coup. Ils n'ont pas participé à la réunion. En fait, maintenant, c'est que ça a pris une journée de pause. Les patrons ne participaient plus parce que tous les gros trucs avaient trouvé un accord. Et donc là, c'était sur les détails maintenant. Par contre, il y a carrément pas eu de réunion du tout hier pour prendre un peu de temps parce que la partie sur les IA est pas trop passée auprès de la NPTP. Donc on va voir. Ouais. On espère, mais normalement, voilà, le bruit effectivement dit que ça devrait être dans les jours qui viennent, effectivement. C'est ça. Donc, écoute, hein, ouais, comme tu dis, on croisera les doigts, on verra bien, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça prouve qu'en ce moment, l'industrie cinématographique, en général, de toute façon, est en pleine crise et que effectivement, on assiste à des tournants sur pas mal de révolutions, pas mal de choses. Ouais. Et à mon avis, c'est pas fini. Nous, tout ce qu'on veut, c'est des bons films. Nous, si on avait le choix, tout ce qu'on veut, c'est des bons films, c'est voir des choses kiffer. Enfin voilà, on est des fans à la base. On a envie de kiffer. Donc on ne demande que ça. On espère que ça va s'arranger. Il suffit de regarder, hein, beaucoup de gens qui ont l'habitude de parler de Marvel commencent à parler beaucoup moins de Marvel. Quand tu leur parles des projets qui les hype, hormis Deadpool 3, il n'y en a plus beaucoup qui les hype. Donc, l'article en parle aussi justement, et ça a été confirmé par pas mal de youtubeurs entre autres, sur le fait que ils voient bien que, et c'était l'autrice du bouquin justement sur Marvel qui le disait, que beaucoup de gens disaient, que ce soit les créateurs de contenu sur YouTube, les journalistes, ainsi de suite, les influenceurs, les podcasteurs, qu'il y avait beaucoup moins de gens qui allaient. Je voyais le mec de Heavy Spoilers qui disait, effectivement, je le vois, il montrait sur ses vidéos Loki, sur la première saison, ça dépassait les 1 million de vues, ces vidéos. Là, sur la deuxième, ça fait des 250 000. Ouais, mais... Il montrait, effectivement, moi je le vois très bien, la différence, elle est énorme. Et voilà, c'est des bons indicateurs, effectivement, pour voir l'intérêt général, où tu vois que oui, il y a une diminution, objectivement. Donc les gens qui veulent que rien change parce qu'ils aiment Marvel tel que c'est, machin, ok, c'est cool, mais c'est signer la mort de Marvel. Il y a un moment, il faut voir les choses objectivement, il faut voir qu'effectivement la pente, elle est descendante. Et voilà, ça plaira jamais à tout le monde les décisions qui seront prises de toute façon, mais il faut essayer de faire quelque chose, sinon ça va continuer à s'enfoncer. Donc si vous voulez que ça continue, un public conquis, il peut être conquis, tu peux le tenir, mais quand tu as mis la barre très haut et que d'un seul coup tu le déçois, ça va très vite un public. Hein. Donc c'est exactement ça. Là où avant tu t'attendais à, c'est un gage de qualité. Tu t'allais voir du MCU, tu t'attendais à passer un super bon moment. Maintenant, t'y vas, t'as peur d'être déçu. T'es en mode, putain, j'espère que cette fois ça va le faire. En fait, quand tu allais voir un film Marvel, tu savais que tu allais voir au moins un film ultra divertissant, ultra où tu allais prendre ton pied en termes de tout, tu vois, en termes de machin. Bon, tu disais au pire, tu le comparais toujours à la sortie d'un film. Tu dis, bon, il est bien, mais il est moins bien que celui-ci ou que machin. Mais voilà, aujourd'hui, si t'en arrives à se dire que, mis à part Deadpool 3, le reste, je m'en tape, compliqué. Ah, c'est moche, quoi. C'est moche. Ouais. Bah ouais, c'est moche parce que. Mais voilà. On croise les doigts pour l'avenir. On verra bien. En tout cas, on espère que tout ira bien, tout s'arrangera pour le coup. Mais en tout cas, merci beaucoup. Alors, du coup, la vidéo, c'est passé de petit format vidéo à podcast.
pour le coup. Mais génial, moi j'adore, vraiment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un format qui vous plaît. Voilà, c'est quelque chose qui peut revenir un peu plus régulièrement sur la chaîne. Peut-être que je me débrouillerai pour essayer de kidnapper David un peu plus régulièrement et pourquoi pas d'autres invités aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. N'hésitez pas, bien sûr, il y aura de toute façon le lien de la chaîne d'Actu d'ici dans le titre de la vidéo. Vous cliquez juste sur son nom et vous arriverez directement sur sa chaîne pour vous abonner si vous n'êtes pas encore, ce qui serait bien dommage pour vous. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner ici, bien évidemment, si vous n'êtes pas encore, à liker la vidéo, à la partager, ça aide toujours énormément. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ouais, ciao tout le monde.